amis crypto mineurs et bienvenue sur la chaîne Happy Mining et ça me faisait plaisir de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc à l'ordre du jour ça va être une vidéo sur comment choisir son matériel de minage. Donc on va parcourir un petit peu voilà un peu tout le matériel nécessaire et se poser les bonnes questions sur le choix du matériel. Donc on va d'abord commencer par, donc au menu on va commencer par le type de châssis, ouvert, fermé. Ensuite on va aborder sur les cartes mères, quel type de carte mère pour 6 GPU, 8, 12, etc. Après on va parler des alimentations, des risers, un peu du câblage. Et on va parler aussi des cartes graphiques, le choix des cartes graphiques. Voilà, donc on va commencer par les châssis. Donc là j'ai deux types de châssis un peu classiques. Ça c'est des châssis ouverts. Voilà, donc on peut voir qu'ils sont, c'est des châssis ouverts hein, en alu. L'avantage du châssis ouvert par rapport au châssis fermé, c'est que le châssis ouvert, on va pouvoir avoir des cartes qui sont plus aérées, avec un flux d'air qui est plus facile à générer. On va pouvoir utiliser des ventilateurs extérieurs aussi, hein. Donc il y a des montages où sur le châssis il n'y a pas de ventilo, et on va pouvoir mettre un ventilateur à côté. Ou alors, en vous montrant là sur des rigs qui tournent, installer des ventilos d'un côté et voire même de l'autre. Voilà. Et du coup, on peut aussi mettre des ventilateurs, des gros ventilateurs à côté du rig. Ça, c'est pour les châssis ouverts. Donc sur les châssis ouverts, c'est assez simple à fabriquer aussi soi-même. Et sinon, même à acheter, ça coûte pas trop cher. Voilà. Donc ensuite, il y a deux styles de châssis. Il y a des châssis sur un seul niveau en longueur. Donc là, ça va dépendre de la longueur, hein. C'est des châssis de 6 jusqu'à 8 en général qu'on trouve, hein, sur une seule longueur. Donc c'est des châssis qui sont vraiment simples à manipuler, qui prennent pas trop de place. Donc ça c'est intéressant aussi. Et donc il y a les châssis de... Donc ça c'est un châssis pour 12 cartes. Donc il y a deux niveaux de 6. Donc on va répartir les cartes sur deux niveaux. Donc c'est des châssis qui prennent un peu plus de hauteur. Et on peut mettre donc 12 cartes dessus. Ensuite, il y a des châssis qui ressemblent à ça, mais qui sont ce qu'on appelle stackables. Donc on va pouvoir les empiler vraiment les uns sur les autres. Donc des fois ça peut être pratique aussi. Voilà. Et donc ça c'est pour les châssis ouverts. Donc sur les châssis ouverts on met des ventilateurs en général assez classiques, hein, des ventilateurs 120 mm de boîtier de PC. Alors après on peut en trouver de différentes puissances. Donc on parle en général de CFM, c'est la puissance de ventilation. Donc il faut en général viser une puissance de ventilation d'au moins 45 CFM. Moi c'est ce que je cherche en général, parce qu'il y a des ventilos qui sont à petite trentaine, c'est un peu faible. Donc je vous conseille des ventilos d'au moins 45 CFM. Après il y a des ventilos donc ces ventilateurs là tournent en général entre 1200 et 1800 tours par minute, 2000 tours. Après il existe des ventilateurs encore plus puissants, mais ils vont générer beaucoup de bruit. Et donc vraiment l'avantage des châssis ouverts par rapport à ce qu'on pourrait croire comparé aux châssis fermés, c'est que les châssis ouverts sont beaucoup plus silencieux. Parce qu'en général, comme c'est ouvert, ça refroidit plus facilement, il y a plus d'air qui circule. Et il n'y a pas besoin de mettre des ventilateurs qui font beaucoup de bruit. Donc on met des ventilateurs de boîtier de 120 mm dessus. Et donc voilà, donc le deuxième type de châssis, c'est les châssis fermés. Alors là, j'en ai pas ici, je peux pas vous en montrer, donc je vous mets une photo en même temps que je parle. Donc sur les châssis fermés que vous pouvez voir sur la photo, en fait, là le principe c'est d'avoir un boîtier fermé avec de la ventilation d'un côté et de l'autre. Mais comme le boîtier il est complètement fermé et que ça chauffe forcément beaucoup plus à la base, on est obligé de mettre des ventilateurs qui sont qui tournent très vite et pour refroidir tout ça. Et donc c'est j'en ai vu tourner sous mes yeux, ça fait un bruit vraiment de turbine, hein. C'est très désagréable.
Donc c'est pour ça, moi je me suis jamais orienté sur ça. Mais après c'est des choix. Si le rig il tourne dans votre chambre, bah, je vous oriente plutôt ou dans votre salon comme un trophée ou de la déco. Je vous conseille plutôt un rig ouvert. Et sinon, bah, passer sur un rig fermé si c'est plutôt mis dans un entrepôt ferme, enfin où ça va, le bruit ne va pas gêner. Voilà. Ça c'était pour les châssis. Nous allons passer maintenant aux cartes mères. Donc nous passons aux cartes mères. Donc le choix des cartes mères, bon, va être déterminé par principalement combien de cartes graphiques on va vouloir brancher sur son rig. Donc si on part sur un châssis plutôt de 6, 7, 8 ou 12, ça va déterminer le choix des cartes mères. Donc je vais vous présenter différents modèles de cartes mères. Moi honnêtement je vous conseille pas d'acheter forcément des cartes mères à 250 € avec 12 GPU. Il y a des cartes mères meilleur marché où on peut brancher autant de cartes. Donc là je prends par exemple, ça c'est une carte mère de gaming à la base. C'est une Asus Prime Z390P. Donc c'est une carte mère de gaming, bon, d'ancienne génération quand même, pour Intel. Et donc on peut voir, bah, qu'est-ce qu'on regarde sur une carte mère? On regarde combien elle a de slots PCIe. Donc là on peut voir c'est une carte mère avec 6 slots PCIe. Donc de base, cette carte mère là permet de brancher 6 cartes. Mais ce n'est pas tout. Sur ce type de carte mère, on peut arriver à la booster un petit peu, entre guillemets, pour brancher plus de cartes graphiques. Donc je vais vous montrer avec quoi on peut faire ça. Voilà, donc je vais vous présenter ces deux composants qui permettent d'augmenter le nombre de cartes graphiques qu'on peut brancher sur une carte mère. Donc là c'est une carte mère à la base qui a 6 ports PCI Express, donc on peut brancher de base 6 cartes. Donc premièrement il y a cet adaptateur qui se branche sur le port M2. Le port M2 c'est un port qui est apparu ces dernières années qui permet de brancher des SSD, NVMe sur le port M2. Et ça c'est un petit adaptateur donc, du coup qui se branche sur, donc là je vous montre cette carte mère là, elle a un port M2 ici et donc on peut brancher cet adaptateur dessus il y a un USB et en fait ce qui va se passer, bah, il suffira juste de brancher son riser, son 7e riser dessus, en USB dessus. Voilà. Alors je précise, ça ne va pas marcher forcément avec toutes les cartes mères et tous les processeurs. Ce qui se passe en général sur une carte mère, c'est si on branche sur le port M2 un composant comme celui-ci, ça peut arriver que ça occupe la place d'un PCIe. Donc en fait on ne gagne rien, c'est juste qu'on change d'interface. Voilà, donc il faut regarder aussi si le port M2 n'occupe pas un port PCI Express quand on le branche dessus. Et c'est indiqué dans le manuel de la carte mère, ou voilà, dans les manuels. Donc sur ce modèle là, ce port M2 ne va pas occuper un PCIe. Donc si on le branche, on va vraiment pouvoir brancher une 7e carte. Donc ça c'est voilà, ça coûte, c'est un petit composant qui vaut pas grand chose, même pas 10 balles, et qui permet de brancher une 7e carte. Voilà. Ensuite, il y a cet adaptateur qui se branche en PCIe, n'importe où, hein, sur un PCIe, on peut le brancher dans le bon sens. Hop, on le branche sur un port comme ça. Bon, je vais pas le mettre complètement. Voilà, et du coup, cet adaptateur permet de démultiplier un PCIe vers 4 PCIe via des interfaces USB. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça va dépendre des capacités de votre processeur. Pourquoi? Parce que le processeur il est capable de gérer un certain nombre de lignes PCIe. On parle de PCI lane. Et donc selon le modèle du processeur, il va pouvoir gérer 6, 8, 12, 16 ou plus PCI lane. Donc il va avoir ses limites, le processeur, pour gérer un certain nombre de PCI lane. Voilà. Du coup, si on fait nos petits calculs, alors le processeur sur cette génération là en socket 1151, c'est des G54 ou G5420 ou des G49.0.
qui sont très durs à trouver en ce moment d'ailleurs. Et ils peuvent gérer à peu près 16 PCI line. Voilà. Alors, il y a des PCI line qui vont être occupés par le processeur graphique intégré. Donc aussi, c'est une petite astuce, c'est si vous voulez libérer des PCI line, vous pouvez désactiver le processeur graphique intégré. Mais voilà, bon, dans notre cas ici, c'est pas nécessaire, le processeur il en gère un certain nombre suffisant. Donc en théorie, sur cette carte là, alors j'ai pas testé, mais des confrères ont testé, ça marchait. Alors j'ai déjà testé un port M2 tout seul, mais en théorie on pourrait brancher du coup ce port M2 plus cet adaptateur 1 vers 4, et là on peut passer d'une carte mère à la base de 6 à une carte mère de 10 GPU en théorie. Voilà. Donc sans acheter une carte mère mining ASRock H110 Pro BTC Plus à un prix d'or à 300 €. Voilà, donc vous pouvez acheter des cartes mères comme ça et une carte mère de gaming. Voilà, donc ça c'était la première carte mère. Vous pouvez prendre une carte mère de gaming avec en général elles ont jusqu'à 6 ports, ou même réutiliser des cartes mères qui n'en ont pas forcément 6. Hein. Ça peut être une carte mère qui en a que 4 ou 5. Et utiliser voilà, des adaptateurs M2 ou des adaptateurs 1 PCI vers 4 PCI. C'est possible. Voilà, donc après avoir vu une carte mère à la base gaming, utilisée pour le minage, là ça c'est une carte mère, on va dire spécialisée, bon, faite pour le minage. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, la particularité aussi des cartes mères gaming, c'est qu'il faut souvent faire une configuration dans le BIOS, mettre à jour le BIOS, activer le ABOF 4G, memory decoding, crypto mining, jouer sur les PCI speed, etc. Il y a des petits réglages à faire. Sur les cartes mères de mining, en tout cas celles que j'utilise, il n'y a en général pas de réglage à faire. Donc ça c'est quand même bien pratique, surtout si vous débutez. Voilà, donc voici un exemple de carte mère mining. Celle-là je l'adore, c'est une carte mère, c'est un peu rare à trouver. C'est une carte mère avec 8 ports PCI Express. En général, on est souvent sur du 6 ou 12. Ça, c'est entre les deux. Voilà, donc on retrouve 8 ports PCI Express. Le processeur est fourni avec de base. Donc c'est un processeur Intel. On est sur un chipset de type Intel. Et voilà, c'est une carte mère qui consomme pas beaucoup. Hein. Le processeur, c'est un processeur qui consomme pas beaucoup, mais qui fait le boulot pour pouvoir utiliser tranquillement ces 8 cartes avec voilà, un branchement SATA, tout ce qu'il faut, l'affichage en HDMI ou VGA, de l'USB 3, et puis bien sûr le processeur il a un circuit graphique intégré, donc l'affichage se passe par la carte mère directement. Voilà, donc ce type de carte mère là est vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à régler. Voilà. Donc on va passer maintenant à un deuxième type de carte mère pour 8 cartes graphiques. Alors attention, donc voici la bête. Donc ça c'est une autre philosophie. C'est une carte mère tout en longueur où au lieu d'avoir des ports PCI Express rapprochés, et on utilisera des risers. Ça c'est une carte mère dite riserless, sans riser, donc on peut brancher directement les 8 cartes sur les différents slots PCI Express. Bien sûr, évidemment, il faut faire attention aux cartes que vous allez mettre parce que ça va chauffer un peu plus, puisque les cartes vont être beaucoup plus rapprochées que sur un châssis, que si on mettait les cartes sur riser sur un châssis ouvert. Voilà, donc ce type de carte là, on le retrouve souvent dans des châssis, dans des boîtiers fermés, avec les différentes cartes branchées dessus et les ventilateurs qui dans le boîtier qui soufflent d'un côté puis de l'autre. Voilà, c'est des cartes mères vraiment dédiées mining, ça marche bien. Attention à la longueur, hein, ça sont un petit peu longues, hein, faut en tenir compte. Il y a un processeur intégré de base fourni avec, qui consomme très peu, trentaine de watts, et qui contient un circuit graphique. Donc en fait l'affichage se passe directement sur la carte mère,
avec un port VGA. Voilà, donc c'est vraiment une carte mère avec un bouton de démarrage aussi. C'est vraiment une carte mère qui va à l'essentiel. Il n'y a que 2 SATA. Je sais plus s'il y avait un port M2. Ah voilà, il y a un port M2 pour brancher sinon un SSD sur le port M2. Voilà, et puis c'est de la. Faut faire attention, le format de la mémoire, c'est de la DDR3 au format SODIMM, donc c'est en format petit. Voilà, donc cette carte, ce modèle-là, ça s'appelle, c'est une S37 BTC. Donc voilà, carte mère 8 GPU riserless, tout en longueur, mais ça prend un peu plus de place quand même que celle que j'ai montré tout à l'heure. Bah, je vais vous montrer, je l'ai à côté en comparaison. Voilà, donc voilà. Bon, moi honnêtement, je trouve ça plus pratique la petite carte mère à utiliser des risers sur un châssis. Je trouve que ça refroidit mieux. Après voilà, c'est possible aussi, voilà, ce type de carte mère là. Ah oui, il y a juste une petite chose à faire attention au niveau de l'alimentation sur la carte mère, c'est un petit peu différent des cartes mères. Il n'y a pas d'alimentation du CPU à proprement parler, il n'y a pas de 24 broches pour brancher l'alimentation, donc il y a un peu plus de... C'est un tout petit peu plus différent de ce qu'on peut faire sur une carte mère classique. Donc il faut bien alimenter le premier 6 pins qui va permettre, lui, il va permettre d'alimenter la carte mère et le processeur en même temps que le port PCI Express. Et puis le gros 24 broches de l'alimentation, en fait, il n'y a rien pour le brancher. Donc en fait, pour démarrer l'alimentation, il faut faire un mini court-circuit au niveau des 24 broches. Donc il faut utiliser un trombone pour relier deux pins sur elle-même pour que l'alimentation démarre sans recevoir de signal de la carte mère. Bon, voilà, il y a ça qui est un petit peu plus compliqué aussi. Mais voilà, donc du coup c'est la BTC S37. Voilà, et pour finir sur les cartes mères, donc cette carte mère, c'est le clou du spectacle, du coup c'est une carte mère avec 12 ports PCI Express, on peut les voir là. Et donc pour moi c'est ma préférée. Donc même si je me fais un rig juste avec 7-8 cartes, je me prends pas la tête. Je branche cette carte mère là de 12, comme ça je sais que il y aura forcément les 8-9 qui vont fonctionner. Mais cette carte là, oui, elle marche vraiment bien. C'est une B250, c'est un chipset B250 Intel. Le processeur c'est du socket 1151 6e 7e génération, donc attention aux générations, pas se tromper. J'ai souvent eu des clients qui me disent oui, je comprends pas, la carte mère elle marche pas, quand je la démarre il se passe rien qui s'affiche. Et première question, c'est quoi le processeur dessus? Et souvent voilà, au début quand on se fait avoir, on pensait que le socket 1151 ça suffisait pour mettre un processeur, mais non, il y a aussi la génération. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc sur ce type de carte mère là, je mets en général des G3930. Donc c'est des processeurs par contre vous ne trouverez pas neufs. On n'en trouve qu'en reconditionné, mais pas trop cher, mais en reconditionné quand même. Ça commence à être des générations qui datent. Voilà, donc cette carte mère 12 GPU, ça coûte beaucoup moins cher qu'une marque type ASRock, H110 ou les FinTech, etc. Donc vraiment pas mal. Et puis du coup elle a pour l'affichage, elle a un VGA et un HDMI intégré. Donc l'affichage se passe directement en se branchant sur la carte mère. Il n'y a rien à configurer dessus. On la lance, ça rentre dans iOS, dans Windows sans problème. Voilà, donc une carte mère en format micro ATX. Rien de spécial à faire. Il y a un petit bouton de démarrage aussi. Bon, c'est bien pratique de l'avoir. Voilà, donc vraiment pour moi c'est le best-seller. Voilà, donc après avoir vu les châssis boîtiers, les cartes mères, il faut qu'on parle des alimentations, la puissance nécessaire. Déjà si on part sur un rig de 6 et un rig de 12, évidemment, on risque d'avoir besoin de plus de puissance sur un rig de 12. Après ça dépend évidemment des cartes graphiques, donc ça on en parlera après, le calcul au niveau alimentation pour les cartes graphiques.
Voilà, moi ce que je vais vous présenter là, c'est les différents types d'alimentation. Alors j'ai pas tout en stock actuellement. Moi j'aime bien travailler avec les Corsair Gold, donc les 850 watts, les 1000 watts. La 850 a un très bon rapport prix-puissance. C'est des alimentations certifiées Gold, 80+. Elles ont suffisamment de branchements PCIe pour la 850 watts, elle a 5 branchements PCIe, la 1000 watts on en a 6. Donc ça permet d'avoir pas mal de branchements pour les PCIe, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour alimenter les risers et les cartes graphiques. Il faut quand même pas mal de câbles, donc c'est à prendre en compte. Petit tips aussi, attention quand vous achetez les boîtes des cartes mères, même si il y a 5 emplacements PCIe et 6 sur la 1000 watts, ils vont pas vous fournir tous les câbles. C'est un peu des radins, et c'est de pire en pire avec les années. Donc là, la nouvelle gamme 2021, ils ont enlevé un câble. Donc dans la 850 watts, on se retrouve avec seulement 2 câbles PCIe sur 5 possibles, et sur la 1000, on se retrouve avec 3 câbles sur 6 possibles. Voilà, donc c'est à prendre en compte, et voilà, donc il faut compléter les boîtes avec des câbles PCIe, et les câbles d'alimentation sont souvent malheureusement spécifiques à une marque. Voilà, donc bon, c'est pour ça moi je travaille principalement avec Corsair, parce que j'ai les câbles avec supplémentaires. Donc quand je fournis des kits, il y a avec tous les câbles en plus pour être au complet. Ça c'est pour des... Voilà, donc ça c'est un exemple, on peut utiliser des alimentations ATX. J'ai pas d'autres alimentations à vous montrer, du coup je vais montrer des images. Il y a des alimentations chinoises qui permettent d'avoir un meilleur rapport prix-puissance. Donc il y a des 1600 watts, il y a des 2000 watts, 2400 watts. Voilà, donc c'est des alimentations toujours au format ATX qui sont bon marché, qui vont être moins chers que de la marque comme Corsair. Mais les composants seront, je pense, de moins bonne qualité. Alors ça ne veut pas dire que l'alimentation va pas marcher ou elle va claquer au bout d'une semaine, c'est pas le cas, mais voilà, les composants, je pense qu'ils seront quand même un peu de moins bonne qualité, les condensateurs dedans. Donc après c'est des choix. J'ai des clients qui préfèrent jouer la sécurité à utiliser des alimentations telles que les Corsair, et d'autres clients qui ont besoin d'avoir quand même pas mal de puissance sur leur rig. Un rig de 12 avec 12-30-80, ça va pas suffire, hein, des 850 watts et des 1000 watts. Donc on va partir sur du 1600 voire 2000 watts. Et ça on n'en trouvera pas de toute manière dans les alims de marque classique. Voilà, et donc les alims chinoises, ça dépend, c'est pareil, il y a des plus ou moins bonnes. Donc mais jusqu'à maintenant, avec celles que je vendais là, les Kingxi 1600 watts, il n'y a pas eu de soucis particuliers dessus. Et ensuite, il y a en dernière catégorie d'alimentation, je vais mettre la photo, c'est ce qu'on appelle les alims serveurs. Les alims HP serveurs, en général, on les trouve autour de 1200 watts. Et donc c'est pas des alims au format ATX, donc ça sera un tout petit peu plus complexe le branchement sur le rig. Il faudra avec l'alimentation acheter ce qu'on appelle une breaking board, qui permettent de brancher sur la breaking board. Il y aura des 6 pins, 8 pins, en général c'est des 6 pins PCIe. Et pareil pour démarrer l'alimentation serveur, c'est un peu différent. Donc les alimentations serveurs en général on les utilise en alimentation secondaire. En principal on utilise une ATX, et en secondaire on peut utiliser éventuellement une alimentation serveur qui permettent d'être à 1200 watts pour un prix beaucoup moins cher qu'une Corsair 1000 ou une Corsair 1200, hein. Ils font aussi 1200 Corsair, mais les prix explosent après. Donc voilà. Et alors par contre ce qu'il faut savoir, c'est que les alimentations ATX sont relativement silencieuses, même si certaines chinoises commencent un peu à souffler. Par contre les alimentations serveurs, attention, ça commence à faire du bruit, et il faut en être bien conscient, et ça va dépendre où est-ce que vous installez votre rig. Moi personnellement, j'ai toujours exclu les alimentations serveurs
personnellement, parce que c'est pour le côté bruit. Et je préférerais mettre peut-être un peu plus acheter une Corsair qui coûte plus cher, mais rester sur de la TX, c'est quelque chose que je maîtrisais et qui est plus silencieux. Mais bon, ça dépend des choix. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon choix, c'est selon vos besoins. Voilà. Donc ça, c'est pour les alimentations. On va passer maintenant au riser. Hein, c'est quand même une pièce quand même importante. On branche des cartes graphiques dessus. Après, on appelle ça du consommable. C'est des pièces qui ne coûtent pas trop cher. Et que si elles devenaient défectueuses, on pourrait les remplacer relativement facilement. Je vais vous présenter différents modèles. Donc, le modèle classique que je vends et que j'utilise, c'est les versions. Donc il y a des versions, voilà, chez les Riser, ils ont des versions. C'est la version 009S. C'est un classique, c'est un modèle qui dispose de 2 LED lumineuses bleu et rouge pour indiquer qu'il est bien alimenté. C'est un modèle avec 4 condensateurs pour la stabilité et un modèle où il y a en général 2 6 pins, un derrière et un sur le côté, et avec aussi une prise Molex. Donc ça c'est vraiment le grand classique, le V09S. Je vous déconseille d'utiliser, si vous avez le choix en tout cas, partez au moins sur cette version là, évitez les versions 6 et les versions 7, 8 un peu, voilà. Regardez combien il y a de condensateurs, parce que sur les anciennes versions des fois il n'y en a que 2 ou 3, des fois c'est du SATA. Attention de ne pas éviter d'alimenter les risers en SATA. Voilà, donc ça c'est la version V09S, elle est très bien, elle marche très bien. C'est plutôt rare d'avoir des problèmes avec. Ensuite, ils ont sorti la version V09S Plus. Alors qu'est-ce qu'il y a en plus? Bon, déjà on peut voir que le port PCI Express, excusez-moi, pardon, petit coup de fil. Le port PCI Express, il est beaucoup mieux fait. Donc le port PCI Express est de meilleure qualité, avec une fixation aussi de meilleure qualité. Ensuite, il y a 2 fois plus de condensateurs, donc c'est surtout ça qui est intéressant. Donc il y en a 8 au lieu de 4. Les fiches USB sont dorées. Voilà. Et donc on est censé avoir un riser qui est encore plus stable que le V09S, donc c'est le V09S Plus. Bon, ensuite ils ont sorti des versions V10, V10 Pro, V10X, V10 Plus, V11 même, ça n'arrête pas. Honnêtement, moi je trouve ça que c'est un peu marketing. Donc honnêtement, ces 2 modèles là suffisent, hein, c'est les grands classiques. Ensuite ils ont sorti, voilà, je vous montre un exemple, je viens de le recevoir cette semaine. Ça c'est le V10 S Plus. Alors du coup on était sur le riser V010 S Plus. On voit marqué là, ah oui, là c'est même marqué version 10X, pardon. Bref, bon, c'est pour ça que c'est un peu marketing. Alors qu'est-ce qu'il a de différent avec le V09S Plus? Parce que à part la couleur, on voit que c'est le nouveau support, il y a autant de condensateurs. Donc là la seule différence c'est les LED. Donc il y a un système de 7 LED où ça défile en fait quand c'est en fonctionnement. Voilà, super. Bon, c'est joli, hein, mais bon, c'est pas ça qui va nous faire mieux marcher le rig non plus. Voilà, et puis du coup sinon c'est pareil, hein, il y a 2 sorties 6 pins, et la petite différence qu'ils ont mis c'est que le Molex, au lieu qu'il soit horizontal, il est vertical. Bon, en tout cas c'est des beaux risers, hein, ces versions là. Donc moi c'est ça que j'utilise sur mes rigs, avec les double condensateurs. Donc c'est les V09S Plus ou les V010 Plus ou X. Donc on continue, désolé je suis un petit peu long sur la vidéo, mais bon il y a tellement de choses à dire sur le matériel. Voilà, donc pour finir sur les petits composants, donc qu'est-ce qui est indispensable? Bon bah souvent
Ça c'est un coupleur d'alimentation, ça permet de brancher une deuxième alimentation, une troisième, etc. Donc ça vaut pas grand chose et c'est bien pratique pour brancher une deuxième alim. Donc la première alim va se plugger en Molex pour envoyer le signal de démarrage, et la deuxième alim se branche en gros 24 pins sur le coupleur. Voilà. Ensuite, au niveau câblage, je voulais vous montrer voilà, de types de câbles classiques qu'on retrouve. Il y a la rallonge PCIe, donc il peut arriver des fois qu'on n'aille pas assez de longueur sur un câble. Admettons que vous êtes sur un rig de 12 avec 2 niveaux, donc il y a un petit peu de hauteur déjà. Donc moi ça m'est arrivé sur des rigs de 12 voilà, de devoir rallonger ça avec ce beau câble pressé. Donc voilà, donc c'est bien utile d'avoir des petites rallonges PCIe. Et dans le même ordre d'idée, bon, bah ça c'est un splitter, donc ça permet de dédoubler un PCIe, donc il y a une partie 8 pins. Ça permet de dédoubler un 8 pins vers 2 x 8 pins. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Moi j'utilise ça, c'est pour alimenter des risers. Donc au lieu de gaspiller un 8 pins pour alimenter un riser, bah, je le split en deux et j'alimente 2 risers. Voilà. Voilà, pour la dernière partie, on va voir au niveau du choix des cartes graphiques. Évidemment, c'est un sujet qui revient souvent. Quelle carte acheter? On me demande souvent c'est quoi les meilleures cartes pour miner. Alors, au niveau de cette question-là, c'est quoi les meilleures cartes pour miner? Honnêtement, pour moi, il n'y a pas une meilleure réponse. Je vais pas vous dire c'est la 3060 ou 3080 parce que ceci, cela. Ça va vraiment dépendre du prix auquel vous achetez les cartes. Donc il faut faire un ratio pour comparer les cartes entre elles. Il faut faire un ratio entre le prix de la carte et sa puissance de minage. Donc bon, bah, si vous minez sur l'Ethereum, on dit que c'est le prix par MHS. Et donc voilà, une carte peut être vendue trop cher et même si elle est plus puissante, même si elle fait 100 MHz et que l'autre elle en fait que 60, bah évidemment si vous payez 2 fois moins cher la carte qui mine à 60, et bah, elle a un meilleur rapport prix MHS. Donc ça pour moi c'est le truc fondamental, c'est le prix par MHS. Il y a une époque, je vous aurais dit, il faut éviter de dépasser les 15-16 euros le mégahash par seconde, mais là en ce moment c'est tellement devenu dingue le prix des cartes. Bah, soit vous attendez un petit peu, soit si vous voulez vraiment en acheter et commencer à miner ou etc. Essayez d'éviter de dépasser les 17-18 euros le mégahash. Voilà, donc ça c'est le premier point au niveau du prix des cartes. Ensuite, bah, il faut regarder au niveau du... Bon là c'est un exemple de différents modèles. Il y a des cartes d'ancienne génération, 1660 Ti, 1660 Super. Chez AMD, il y a les RX 480, 580. Il y a les cartes de dernière génération, donc les séries RTX 3000, 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, etc. Chez AMD, les dernières générations, on a les RX 6800, 6700, 6600, 6900. Voilà, donc il y a ça peut être une partie du choix de prendre des cartes. Par exemple, ça peut être la stratégie de se dire je prends des cartes de dernière génération pour pouvoir plus tard, ou en cas de soucis ou de besoin, de pouvoir les revendre facilement à des joueurs de PC parce qu'ils vont être intéressés par ce type de carte. Donc la valeur de revente est plus intéressante que si par exemple vous achetez une 1660 Ti. Bah celle-là, ça va pas intéresser beaucoup les gamers. Voilà, donc ça rentre en compte. Après, ça dépend aussi du prix quand même. Si vous achetez votre carte d'ancienne génération d'occasion sur le bon coin, pas trop cher, ou même vous en trouvez une neuve avec un bon rapport prix MHS comparé aux dernières générations, ça peut être aussi une bonne solution. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de meilleure solution. Voilà, donc il y a l'aspect génération de la carte. Donc pour dire que si le rapport prix-puissance est identique entre une carte d'ancienne génération et une nouvelle, bah prenez la nouvelle par exemple. Voilà. Ensuite, au niveau refroidissement.
Ça aussi, ça rentre en compte. Est-ce que votre carte, elle est, est-ce que votre rig, il est bien refroidi? Est-ce que l'été, ça va être un problème? Est-ce que votre rig, il est dans un garage? Est-ce qu'il est dans une pièce fermée, etc. Si vous n'avez pas de problème de chauffe particulier, vous pouvez partir sur des cartes qui chauffent un peu plus, comme les 3070 Ti, les 3080, 3090. Si par contre c'est une forte contrainte chez vous, n'allez pas sur des cartes qui risquent de chauffer beaucoup. Donc sur la partie chauffe, petite explication sur les modèles pour s'y retrouver. À partir de la 3070 Ti et plus, 3080, 3080 Ti, 3090, la mémoire qui est embarquée sur ces cartes-là, c'est de la GDR6X. Et le X fait toute la différence. C'est une mémoire qui a tendance à beaucoup chauffer et à consommer aussi beaucoup. Voilà, donc c'est à prendre en compte dans votre stratégie. C'est voilà, les cartes qui sont au-dessus des 3070, elles vont chauffer et consommer plus. Voilà. Donc, est-ce que c'est un problème, pas un problème pour vous? À vous de voir. Et donc, si vous embarquez sur des cartes supérieures à la 3070, donc elles ont des meilleures puissances de minage. Hein. La 3080, elle mine à 100 MHz. La 3090, là, j'ai pas de boîte là, mais elle mine à 120. Mais il va falloir, si vous partez là-dessus, regarder les modèles. Et c'est là où c'est un peu complexe aussi, c'est que selon les marques et les gammes dans les marques, vous allez tomber sur des cartes qui ont des problèmes de chauffe. Donc on parle de throttling. Ça veut dire que la carte, si elle throttle, la puissance de minage, le hash-rate va baisser. Parce que la carte s'auto-régule pour pas se mettre à brûler, à être défectueuse. Donc la carte, elle se régule et donc elle se throttle. C'est le throttling. Et ça, c'est un gros problème sur les 3080, 3080 Ti, 3090 et même les 3070 Ti. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à partir de la 3070 Ti, il faut faire attention. Et où c'est compliqué, c'est que par exemple, on prend cette boîte-là, ça c'est une EVGA. EVGA 3080. EVGA, c'est une marque réputée. Mais ils ont différentes gammes. Ils ont différentes gammes dans les 3080. Et du coup, sur les 3080 EVGA, si vous achetez une XC3 Ultra, vous aurez des problèmes de chauffe. Par contre, si vous achetez la gamme au-dessus, la FTW3, il n'y aura pas de problème, elle est très réputée, comme une carte n'y chauffe pas. Donc c'est là où c'est compliqué aussi. Il y a des marques qui sont réputées pour chauffer quand même, hein, les Zotac, les Gigabyte, mais même au sein de marques un peu mieux réputées, il y a différentes gammes et il peut y avoir des problèmes de chauffe. Voilà, donc le refroidissement, c'est aussi à prendre en compte quand on achète des cartes. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous avez la possibilité d'en trouver, vous pouvez prendre des 3070, 3060 Ti, 3060 et voilà. Vous aurez beaucoup moins de problèmes de chauffe. Voilà, du coup. Enfin, pour finir, après avoir parlé de la chauffe, il y a aussi du refroidissement et il y a aussi l'alimentation, la puissance électrique nécessaire qui va rentrer en compte. Donc c'est pareil, ça va déterminer du coup les alimentations que vous avez besoin. Donc dans le choix des cartes, plus vous allez vous orienter sur des cartes puissantes, plus elles vont consommer. Et notamment avec les cartes avec de la mémoire GDR6X, elles ont tendance à beaucoup consommer. Donc je vous donne des exemples avec ce panel de cartes. Les 1660 Ti, donc il y a une différence entre la puissance, le TDP. Le TDP, c'est la puissance maximale annoncée par le constructeur. Donc ça, c'est vraiment le maximum. Donc il y a une différence entre le TDP et lors du minage, en fait, on overclock les cartes. Donc on bride la puissance électrique pour optimiser le minage et la consommation. Du coup, on va pas être au maximum, évidemment. Et donc dans les calculs de puissance électrique, en général, on part de la consommation réelle avec l'overclocking de la carte, en gardant une marge de 20% sur la puissance totale de l'alimentation. Voilà, donc je vous donne des exemples. La 1660 Ti et 1660 Super, elles sont à peu près à 80 watts. Voilà. La 3060, elle va tourner sur l'Ethereum à peu près à 120-130 watts.
Ensuite la 3060 Ti et la 3070 c'est pareil, à peu près, c'est 130-140 watts sur l'Ethereum. Donc évidemment sur les autres cryptos, les autres algorithmes, c'est pas les mêmes overclocking, c'est pas les mêmes consommations. Et ça a souvent tendance, à part l'Ergo qui est aussi un algorithme qui est assez léger et qui consomme pas trop comme l'Ethereum, les autres algorithmes comme le Ravencoin, le Firo, le Flux, etc., ils ont tendance quand même à consommer plus. Mais en tout cas sur l'Ethereum, pour vous donner une ordre d'idée de comparaison, sur les 3060 Ti et 3070, c'est entre 130 et 140 watts. Ensuite la 3070 Ti, alors celle-là j'en ai pas fait tourner encore, donc je veux pas dire de bêtises, mais c'est évidemment supérieur. Je crois qu'elle est au moins à 180 watts. Sur les... Bon, en plus c'est une carte LHR de base, donc en plus elle a la bride, mais en tout cas je pense qu'elle est à peu près à 180 watts. La 3080, ça je la connais. La 3080 elle est à peu près à 220-230 watts. Donc déjà vous voyez, on a commencé à 80 watts, on est déjà à 220-230 watts. Oui, petit aparté, la AMD RX 6800 c'est une équivalente en puissance au 3060 Ti, 3070. Elle consomme aussi 130 watts à peu près. J'ai pas tous les modèles. Les RX 6600 qui viennent de sortir sont à 70 watts à peine. Les 6600 XT à peu près pareil. Voilà. Donc les 3080 on arrive à 230 watts et les 3090, j'ai pas de boîte, elles sont à 300 watts, hein, un bon 300 watts. Voilà, donc forcément si on met des 3090 à 300 watts, c'est pas la même chose que des 1660 à 80 watts. Voilà, donc ça rentre en compte et ça permet de savoir combien on a besoin d'alimentation nécessaire. Sachant que sur un rig, on peut en général brancher, sur un rig ouvert, on peut brancher au moins 2 alimentations, voire 3. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long et que ça sera intéressant et utile pour vous, pour vos choix de matériel dans le minage. Je vous souhaite à tous un bon week-end et bon minage à vous. À bientôt sur la chaîne Happy Mining.